mais vous pouvez demander la parole aussi, ou je regarde dans le chat si vous avez mis des questions. Je réponds à une question d'Hubert sur l'Atlas de Russie. Oui, effectivement. Donc, en fait, il y a eu plusieurs pays où, en même temps que la participation à l'Atlas européen, ils ont profité de la dynamique pour créer, enfin, pour écrire ou aboutir à un atlas national aussi. Donc, c'est le cas de la Russie. Donc, la Russie vient de sortir la même semaine l'atlas des oiseaux de Russie. C'est le premier du genre. Évidemment, c'est beaucoup plus détaillé au niveau notamment de l'utilisation des habitats, etc. en Russie. Mais la grosse inconvénient, c'est que c'est en russe. Mais, par contre, les cartes sont bien visibles. Et donc, il vient de sortir, je ne l'ai pas encore vu, mais voilà, il y a aussi, ils vont essayer d'aboutir en Ukraine. Il y a les plus accessibles, c'est l'Atlas du Danemark qui vient de sortir aussi, qui est énorme. Et comme c'est très proche du néerlandais, on peut s'en tirer au niveau de la compréhension. Mais les cartes, de toute façon, sont toujours bien visibles. Sinon, si vous voulez voir des atlas nationaux récents qui sont tout à fait intéressants, je vous recommande l'Atlas des Pays-Bas. Et alors, le gros avantage, c'est que par contre, il est en français, c'est l'Atlas des oiseaux de Suisse, qui est magnifique et qui est sorti il y a 1 an ou 2, je pense. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, il y a une question sur oui, les différentes associations qui ont participé. Donc, oui, effectivement, donc, en fait, en général, il y avait 1 ou 2 coordinateurs nationaux, mais il y a aussi beaucoup d'associations locales, plus régionales, qui ont travaillé. Donc, la question portait sur la France. Effectivement, en France, c'est d'une part le Muséum de Paris et la LPO qui ont participé. Eux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont terminé leur atlas de nicheurs. Je ne sais plus trop quand il est sorti, mais c'était ils venaient de terminer leur travail de terrain, je pense, quand l'Atlas européen a commencé. Donc, ils ont fait une mise à jour un peu comme nous. Mais c'est effectivement la LPO et le muséum qui ont transmis les données pour la France. Évidemment, avec en France, il y a énormément d'associations régionales, comme, je ne sais pas, le GON dans le Nord, qui ont contribué évidemment aux données. Jean-Yves, Oui. Pierre ici. Hein. Salut Pierre. Salut. Justement, parce que tu parlais du GON, donc il y a le nouvel atlas du Nord-Pas-de-Calais qui est sorti récemment, qui est tout nouveau, hein, qui a été présenté à Besnamur. Et donc, je reviens toujours avec mon histoire du corbeau freux. Chez eux, ils voient une diminution quand même assez importante du freux, jusque, je crois, 37% pour une partie. Et chez nous, tu parlais d'une augmentation de 25%. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une région finalement frontalière, on pourrait se dire que finalement, le nouvel atlas là, du nord de la France, ben, c'est intéressant pour nous parce que c'est quand même plus récent que notre atlas à nous. Et comme c'est frontalier, on pourrait un peu se dire qu'on pourrait transposer les données, quoi. Mais là, pour le freux, ça ne colle pas du tout, quoi. En plus, je sais bien que tu étais intéressé par le freux. Ouais. Mais justement, en fait, chez nous, il y a l'analyse que j'ai montrée, ce qu'on voit au niveau des points d'écoute, mais évidemment, les points d'écoute, on ne compte pas les colonies, c'est juste les freux qu'on observe. Et ce qu'on voit au niveau des échantillonnages correspondent. C'est-à-dire qu'il y aurait une légère augmentation. Peut-être 25%, c'est peut-être un peu surestimé, parce qu'il y a aussi beaucoup de déplacements de colonies, etc. Mais en tout cas, il n'est pas en régression chez nous, quoi. Et par contre, l'Atlas européen, et ça confirme ce que dans le Nord-Pas-de-Calais, ils disent, montre qu'en fait, en France, apparemment, il y a quand même une certaine régression. Et l'hypothèse qui est donnée dans l'Atlas par l'auteur de l'espèce, c'est que c'est essentiellement des persécutions. Donc, il
il y a peut-être une différence en termes de, il faudrait vérifier ça, en termes de dérogations qui sont octroyées en France pour la destruction de l'espèce. Il y a sans doute une différence à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'au niveau des habitats, on ne peut pas vraiment expliquer ça. Sinon, dans beaucoup de parties de l'Europe, en fait, c'est une espèce qui se porte un peu mieux qu'avant, quoi. Oui, merci. Comme le chouca des tours, d'ailleurs. Et donc, oui, effectivement, il y aurait alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui se passe en Flandre aussi, parce que là, ils n'ont certainement pas plus de persécutions que chez nous. Il faudrait voir si le corbeau-freux progresse. Et comme Alain me le rappelle, effectivement, le corbeau-freux, par exemple, s'est installé récemment en région bruxelloise. Antoine me met le graphe européen. Donc, oui, effectivement, si vous allez voir sur le lien qu'Antoine a envoyé, vous allez voir la tendance du freux au niveau européen, qui est effectivement plutôt en augmentation, quoi. Donc, sauf dans les endroits où il est vraiment persécuté fortement, on peut dire que c'est une espèce qui a tendance à progresser. Voilà, ne soyez pas timide pour poser les questions, hein. Vous voulez peut-être tous voir le livre, quoi. Alors, au niveau donc Hubert pose la question du niveau quantitatif. L'arrivée de la Russie change profondément la vision des quantités de certaines espèces. Alors certainement oui, certainement que oui. Ce qui se passe, c'est que en fait ici, on n'a pas, dans l'atlas, vous verrez, contrairement d'ailleurs à l'atlas précédent, ils n'ont pas cherché à faire des estimations de population nationale. Donc il y a l'abondance par carré, mais on n'a pas cherché à faire le total, vraiment de faire la somme finalement de tous ces carrés par pays. Ça, c'est un travail notamment qui se fait plutôt par BirdLife quand ils font les évaluations liste rouge, etc. Et là, il y a une publication récente qui donne aussi des estimations globales. Mais c'est vrai que, par exemple, pour la Russie, le problème qu'il va y avoir, c'est que le taux de couverture permet d'avoir une bonne idée de la répartition des espèces, mais moins facilement de l'abondance, quoi. Donc, il y a un travail qui va être mené avec BirdLife, d'ailleurs, pour essayer d'affiner ces estimations. Mais certainement que, bah oui, pour certaines espèces, en tout cas, la population russe est évidemment super importante. Mais bon, pas pour toutes les espèces. Il y a aussi des espèces où finalement, la densité en Russie n'est pas si élevée que ça. Ou par exemple, moi j'aurais pensé que le phragmite aquatique, par exemple, on l'aurait trouvé beaucoup plus en Russie, mais finalement il reste quand même cantonné à la Biélorussie. Alors, autre question. Est-ce que le modèle permettant de tracer les probabilités de présence prenne en compte aussi des variables environnementales ou bien s'agit-il uniquement d'une correction de l'effort d'observation? Non, c'est effectivement basé sur des données, des variables environnementales également. Donc justement, les variables environnementales vont permettre de modéliser le lien qu'il y a entre une espèce observée dans un carré et l'environnement présent à cet endroit-là, et permet donc d'extrapoler pour des zones où on n'a pas été voir, en fait, mais où on sait ce qu'il y a comme habitat grâce notamment aux imageries satellitaires, etc., qui permettent maintenant de décrire les habitats à travers tout le continent. Donc d'ailleurs, il y a eu tout un premier travail que vous pourrez trouver dans un article qui vous envoyez le lien, qui est signé par les auteurs de l'Atlas, qui donc qui a fait une recherche en fait de tout ce qui était disponible en termes de variables environnementales, parce qu'il fallait des variables disponibles sur toute la zone d'étude, quoi. Donc voilà. C'est vraiment un travail préliminaire qui était super important pour faire ces modèles, quoi. Jean-Yves? Oui. Oui, à cet égard-là, en fait, ce qui m'avait étonné, c'est que finalement, il y avait assez peu de points, au moins dans la carte que tu avais montrée, peu de points d'observation en Turquie. Mais par contre, Oui.
on arrivait à un modèle extrêmement détaillé où on voyait vraiment plein de gradés de couleurs pour la Turquie. Donc, ça, c'était basé sur des modélisations, Oui, mais en base de fait, la carte paramètres. que j'ai montrée, en fait, la carte que j'ai montrée dans cette présentation-ci, c'est la carte intermédiaire qui avait été publiée avant la fin de la récolte des carrés échantillons. En fait, je l'ai surtout montré pour dire que si on s'était basé uniquement sur les données suivies d'oiseaux communs, comme en Wallonie, notre pression d'échantillonnage est un peu moins forte qu'en Flandre, on avait un peu moins de densité de points, que c'est pour ça que c'était vraiment bien que nous, on fasse les échantillonnages Atlas. Mais après coup, en fait, à la fin du projet, ils ont reçu énormément de données en fait, d'échantillonnage en Turquie. Ah, d'accord. Dans l'Atlas, malheureusement, je n'ai pas cette carte en JPEG, sinon je vous la montrerai, mais dans l'Atlas, il y a la carte finale de densité de points d'échantillonnage. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans le sud-est de la Turquie, ils ont réussi à aller échantillonner quand même pas mal, quoi. Et aussi dans beaucoup d'endroits de Russie, en fait. À la fin, et ça s'est vraiment vu dans le projet, c'est que les gens, au début, dans le premier Atlas, il n'y avait pas eu du tout ces échantillonnages-là. Donc, au début, les gens ne comprenaient pas vraiment l'intérêt de le faire. Et puis, il y a vraiment eu toute une série d'ateliers de formation qui se sont mis en place pour leur expliquer pourquoi, avec des premiers exemples d'ailleurs de cartes qui étaient assez parlants. Donc, ça a incité les gens à continuer. Et c'est ça que dans beaucoup de pays, les données ont été récoltées plutôt tardives, enfin, dans la deuxième partie, on va dire, du travail, quoi, après les formations. Merci. Bon, s'il n'y a personne qui pose une question, je vais encore en poser une. Vas-y. Par rapport à ces modèles, justement, est-ce qu'on a une idée de leur fiabilité? Alors, c'est sûr que c'est toujours le cas de ces modèles-là. Ils donnent une image. Enfin, ils ont aussi été sélectionnés par différents experts, c'est-à-dire que il y a certaines espèces, par exemple, j'en ai vu une, je ne sais plus laquelle. Parfois, il y a des espèces où c'est étonnant d'avoir le modèle parce que tu te dirais, c'est pas une espèce si répandue que ça, mais ils ont quand même réussi à faire le modèle. Ça, c'est généralement des espèces qui collent bien à leur habitat, dont on sait facilement décrire la présence grâce à leur habitat. Mais il y a d'autres espèces où, là, visiblement, ils n'ont pas mis la carte parce que ça montrait des trucs trop farfelus. Donc, il y a eu une sélection. Les modèles ont été sélectionnés sur cette base-là. Mais voilà, c'est sûr que si tu regardes dans le détail, tu vas te rendre compte. Si tu regardes, par exemple, si tu te focalises sur la Wallonie, il y a des cartes où tu vas dire, oui, là, le modèle surestime légèrement ou sous-estime légèrement, surtout pour les marges. C'est en fait pour les marges. Mais par contre, ils sont quand même... Enfin, ça fonctionne assez bien pour vraiment déterminer les zones principales de présence. Et notamment, on a vu pour le martinet, voilà, les villes ressortent. Il n'y a pas trop de surprise pour une espèce comme ça, aussi spécifique sur son habitat. Mais voilà, si tu regardes les cartes une à une, en gros, elles sont quand même vraiment bien précises, quoi. Alors, après, ils ont fait tous des tests statistiques pour les modèles, on peut les évaluer aussi mathématiquement, hein, donc ils ont sans doute éliminé les modèles les plus scabreux, quoi. Mais il y a eu tout un article qui expliquait leur méthodologie à part, quoi, que je pourrais t'envoyer d'ailleurs. Alors, je continue dans les questions du chat alors. Oui, il faut une bonne loupe pour la Wallonie, évidemment. Alors, une question, c'est intéressant aussi sur les illustrations. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi des illustrations, des dessins plutôt que des photos. En fait, c'est vraiment un choix délibéré, parce que les photos, on en trouve quand même vraiment énormément, très facilement, de toutes les espèces d'oiseaux d'Europe, toutes plus belles les unes que les autres. Par exemple, sur les portails d'encodage en ligne, vous avez toutes les photos que vous voulez. Et donc ici, il y avait vraiment une idée un peu de chercher l'originalité et aussi chaque artiste, il a sa vision des choses sur l'oiseau, en fait. Et donc, moi, je trouve que ça apporte vraiment
quelque chose dans la diversité des différents artistes et de leur manière de représenter les oiseaux. Il y en a que moi, personnellement, je trouve pas très jolis au niveau oiseaux, mais il y en a qui sont magnifiques, quoi. Et donc pour moi, c'est un vrai attrait du livre. Et certains, si vous allez voir sur le site de l'Atlas, donc c'est ebba2.info, je pense que certaines œuvres originales sont toujours en vente, en fait. Parce que certains artistes ont mis à disposition leurs dessins originaux pour, de nouveau, sponsoriser le travail, quoi. Alors, est-ce qu'il est possible de réaliser ce genre d'atlas au niveau mondial? Oui, possible. Ça serait possible. Disons que maintenant, on commence à avoir des informations, notamment via les portails comme observation.org ou surtout eBirds au niveau oiseaux, au niveau notamment Amérique et Asie. Donc, effectivement, on pourrait imaginer un atlas mondial. En fait, BirdLife, notamment, si vous allez voir sur le site de BirdLife, dans la data zone du site de BirdLife, il y a des cartes assez précises de répartition qui sont en fait les mêmes que celles du handbook. Mais évidemment, ça ne donne pas du tout une idée de la variation d'abondance, quoi. Donc, on pourrait imaginer des cartes au niveau mondial. Maintenant, ça serait assez compliqué à organiser, hein, parce que vraiment cette diversité dans la collaboration. Mais voilà, donc ce dont je suis au courant, c'est qu'en Afrique, ils sont en train d'essayer de faire un atlas, en fait. Là, ils ont déjà bien avancé dans certains pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya. Donc, il y a vraiment des défis parce qu'il y a beaucoup de pays où il y a très peu d'ornithologues. Mais donc là, vous pouvez y contribuer aussi en allant en codant vos données si vous allez en Afrique. Et ça, c'est plutôt l'Afrique du Sud, en fait, où ils ont un gros institut de sciences participatives qui essaie de promouvoir cet atlas africain. Ça serait vraiment très, très bien, aussi très informatif pour nous. Voilà. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est qu'en Amérique du Nord, alors que ils ont quand même beaucoup d'ornithologues aussi, ou en Amérique tout court, ils n'ont jamais tenté de faire un atlas. Et je pense que voilà, les institutions type Cornell, etc., ont déjà des très très bonnes cartes de répartition basées sur des modèles basés sur les données eBirds, et donc ils ne ressentent pas une nécessité d'envoyer des gens spécifiquement sur le terrain pour ça, je pense. Et ça, je pense, c'est vraiment une différence de mentalité que quelque part, c'est quand même un peu notre force aussi, c'est d'avoir réussi à envoyer des gens vraiment au fin fond de la Sibérie, alors qu'ils n'y seraient pas allés s'il n'y avait pas eu de projet Atlas. Est-ce qu'il existe une idée de troisième Atlas européen? Oui et non, c'est-à-dire que c'est sûr que on peut supposer que d'ici une vingtaine d'années, on va peut-être se dire, comme on a eu en 2010, on va peut-être se dire, on a vraiment besoin de repréciser en fait tout ce qu'on sait précisément sur la répartition des espèces. Mais ça n'a un tel effort comme ça, c'est vraiment quelque chose qui se répète, et ça on le voit dans un peu tous les pays, tous les 20-30 ans, quoi, en fait. Maintenant, c'est vrai que l'Atlas ici a montré que on pouvait l'organiser beaucoup plus facilement qu'avant, hein. Là, j'espère que vous avez perçu la différence incroyable avec l'Atlas numéro 1, puisque là, c'était le rideau de fer, il n'y avait pas Internet, il fallait écrire tout par courrier manuscrit, enfin, pas manuscrit, mais au niveau banque de données, au niveau disponibilité des données, échange d'informations, etc., c'est un monde de différence, quoi. Et donc, il a fallu plus de 20 ans pour faire le premier Atlas, et il était beaucoup moins détaillé. Et ici, il a fallu moins de 10 ans pour avoir quelque chose de beaucoup plus finalisé, beaucoup plus détaillé. Donc, c'est sûr qu'à l'avenir, ça sera aussi plus facile et ça sera peut-être même possible d'avoir effectivement quelque chose de relativement continu dans le temps. Et ça, c'est un peu l'idée quand même de Eurobird Portal, même si la donnée est plus brute, elle est moins finalisée.
Donc, c'est quand même, grâce au portail d'observation, d'avoir quelque chose de vraiment continu, de pouvoir, par exemple, détecter rapidement s'il se passe quelque chose au niveau d'une espèce, quoi, comme on a eu avec la tourterelle des bois ou maintenant en Wallonie avec le moineau friquet, où on voit une régression très rapide, très, très brutale. On ne devra plus attendre probablement 30 ans pour l'avoir. C'est notamment grâce à Robert Portal et évidemment aussi, comme quelqu'un le dit d'ailleurs dans le chat, les programmes de type suivi des oiseaux communs, quoi. Évidemment, le problème, c'est que là, ça ne concerne qu'une partie des espèces. C'est les espèces terrestres faciles à monitorer sur le long terme. Alors, il y a toutes les espèces, par exemple, marines, les espèces marines qui posent un challenge à elles toutes seules, hein, parce que rien que pour aller compter toutes les colonies d'oiseaux marins de Grande-Bretagne, même en Grande-Bretagne, ils ont du mal alors qu'ils ont une armée d'ornithologues disponibles, quoi. Donc voilà, il restera des défis qui font que, à mon avis, ça restera intéressant de faire ce genre de synthèse, de répéter ce genre de synthèse dans le temps. Et effectivement, comme Antoine le dit, je n'ai peut-être pas assez insisté pendant l'exposé, mais j'espère que ça montre l'intérêt, en fait, de quand vous encodez une donnée sur le terrain, non seulement ça c'est pour, effectivement notre fameux suivi permanent de la vie faune, c'est de faire des listes complètes d'observations, parce que ce qu'on a fait en termes d'échantillonnage d'une heure, en fait, on peut tout à fait le faire en permanence et ça nous permettra aussi de détecter éventuellement un changement rapide de statut d'une espèce, par exemple. Donc ça, c'est l'aspect continu du suivi qu'on peut faire très facilement en enregistrant sous forme de liste une simple excursion qu'on fait, plutôt que d'enregistrer les 3-4 espèces les plus remarquables pendant son excursion. Ça, c'est un côté. Et l'autre côté, c'est vraiment quand vous avez l'occasion, par exemple, de, je sais pas, compter une colonie de corbeaux freux, compter le nombre de nids de grèbe huppée sur un étang. En fait, cette info-là qui est très facile à acquérir une fois qu'on est sur le terrain, ça vaut vraiment la peine de l'encoder en utilisant notamment les codes comportement, puisque ça facilite le travail de ceux qui, après, trient les données, quoi. Donc, même pour une espèce commune, n'hésitez vraiment pas. Voilà, vous avez une réserve naturelle près de chez vous ou un bois près de chez vous, et lors d'une excursion, vous comptez les bécasses ou les chouettes hulottes qui chantent le soir, rien ne vous empêche en fait de noter ce nombre-là, parce qu'on l'a vu ici, en fait, ce n'était pas du tout prévu au départ qu'on fasse spécialement comme ça, mais j'ai expliqué sur le freux comment on a fait, mais en fait, pour les autres espèces, notamment, par exemple, pour le rossignol, la gorge bleue, etc., on s'est fort basé sur les données encodées par les gens lors de leur sortie normale, quoi. Par exemple, on connaît quand même un peu le comportement des observateurs, et donc on sait que, typiquement, le rossignol, ça va être une espèce que tout le monde renseigne, quoi. Ça ne sera sans doute pas vrai du merle noir ou de la griffe musicienne, mais le rossignol, je suis sûr que pratiquement tous ceux d'entre vous qui encodent les données régulièrement, si vous en avez contacté, vous allez l'encoder, quoi. Et donc, on s'est fort basé sur ces données-là pour faire des estimations sur les carrés 50 sur 50, quoi. En supposant que ce n'est pas une espèce qu'on laisse, qu'on n'encode pas, quoi. On est trop content d'en entendre ou d'en voir. Effectivement, comme Antoine le rappelle, les nocturnes, notamment, on se rend compte il y a des espèces vraiment où les données qu'on avait sont, on a dû aussi mettre une espèce de cote de précision, et il y a quand même pas mal d'espèces où on manque de, peut-être finir par ça si vous n'avez plus d'autres questions, mais il y a quand même une série d'espèces où on ne sait pas trop ce qui se passe en Wallonie, quoi, hein. Et donc, c'est notamment une série d'espèces nocturnes, bon, naturellement fluctuantes comme la caille, par exemple, mais ça, c'est vrai qu'on se rend compte que on avait trop peu de données d'espèces comme ça que pour vraiment en tirer quelque chose de précis, ou être sûr que, par exemple, la caille régresse, ou c'est pas du tout évident à voir d'après les données. Donc ça, n'hésitez pas à aller faire des prospections pour la caille, mais aussi des espèces qui sont plus difficiles à détecter, typiquement le castor moucheté, par exemple. Ça, c'est une espèce... on a quand même pu décrire une aire de répartition en Wallonie qui colle en fait plus ou moins à l'Atlas, mais par exemple, en termes d'abondance, on n'a
peu d'infos sur ce qui se passe, quoi. C'est une espèce qui est peu suivie. On a beaucoup de données plutôt en septembre quand ils récoltent les noisettes. Mais voilà, pour l'avoir en nidification, il faut quand même aller le chercher spécifiquement. Il est territorial très tôt, donc il faut plutôt aller le chercher en fait en février avec de la repasse, etc. Donc ça, voilà, c'est le genre d'espèce où si on ne fait pas une opération Atlas wallonne, on aura vraiment du mal à cerner précisément ce qui se passe, quoi. Voilà, alors, je réfléchis à d'autres espèces pour lesquelles on manque peut-être d'infos. Il y a aussi pas mal d'espèces en fait où elles sont pas assez répandues que pour bien tomber dans le système de suivi par point d'écoute, et quand même relativement répandues. Enfin, en tout cas, on a quand même des belles petites populations nicheuses chez nous. C'est par exemple le cas du gobe-mouche noir. Donc ça, c'est aussi une espèce où le temps de l'année pendant lequel on peut le détecter est relativement court, puisqu'il revient de migration fin avril. Donc voilà, il faut aller fin avril, mai, et puis déjà en juin, il arrête de chanter, donc il est plus difficile à détecter. Donc voilà, c'est vraiment une espèce. Heureusement, il y a certains massifs forestiers qui font l'objet de suivi, hein, de gens qui suivent ça, même au niveau des nichoirs, mais aussi au niveau des chanteurs. Mais voilà, il y a quand même des incertitudes sur l'évolution de cette population. Ça, c'est un exemple. Une autre espèce, c'est par exemple qui est apparemment en régression chez nous récente, après avoir augmenté, c'est la locustelle tachetée. Donc là, elle devient en fait trop rare que pour être bien suivie par les points d'écoute. Et voilà, c'est une espèce aussi qui en plus est plutôt, enfin, le maximum de détection est crépusculaire aussi. Donc voilà, c'est de nouveau, n'hésitez pas à faire des sorties dans les milieux ouverts pour détecter la locustelle. Alors, autre question. Atlas hivernant. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Au niveau européen, je pense, pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui est effectivement potentiellement sur la table, hein, c'est de faire la même chose mais en hiver, en sachant que le problème de l'hiver, c'est les énormes variations qu'on peut avoir d'une année à l'autre pour beaucoup d'espèces. Donc en hiver, on imagine plus un système. Donc déjà pour les oiseaux d'eau, la situation est quand même fortement bien connue grâce au recensement hivernaux des oiseaux d'eau. Les oiseaux d'eau, en fait, sont même beaucoup mieux connus sur leur situation hivernale qu'en nidification, pour la plupart des espèces. Et voilà, il y a tout un défi pour les oiseaux hivernants, mais le principal, c'est les fortes fluctuations interannuelles. Donc, vous avez carrément, pour le pinson du Nord, par exemple, certaines années, il va se trouver en Suisse, et d'autres années en Slovénie, et d'autres années peut-être chez nous. Donc, avoir une photographie d'une chose aussi mouvante, c'est moins facile au niveau européen. Par contre, au niveau national, ça serait vraiment fort intéressant. En Flandre, donc leur atlas est à la fois nicheur et en hiver, et donc nous, je pense qu'on va se diriger vers ça aussi en fait dans les prochaines années. Donc attendez-vous à devoir sortir vos bottes l'hiver pour cartographier les oiseaux aussi. Alors Hubert demande ouais, deux anecdotes remarquables ou des données inattendues. C'est une bonne question. Les anecdotes, j'en ai, mais je ne sais pas si je peux les raconter ici. Mais oui, non, en fait, c'est clair qu'il y a vraiment plein d'histoires au niveau humain. C'est vraiment, par exemple, les interactions avec les deux. Donc, il y a deux coordinateurs, en fait, pour la partie russe. Donc, c'est Mikhail Kaliakin et Olga, mais j'ai oublié son nom de famille. J'ai peur de maltraiter son nom de famille. Mais donc voilà, ces deux coordinateurs qui sont, qui étaient vraiment, qui ont fait un job extraordinaire, quoi, de mobiliser voilà, toutes les équipes sur place. Mais bon, il y a quand même une difficulté, c'est que certaines régions d'Europe étaient carrément en guerre pendant la période de l'Atlas, donc notamment l'Ukraine et la Russie. Donc, il y a quand même eu toute une. Ça, je ne sais pas si je peux l'enregistrer, mais
Donc, j'espère qu'il n'y a pas un espion russe qui va, qui va l'entendre, mais c'est vraiment, il y a vraiment une bonne collaboration internationale qui s'est faite, même entre des coordinateurs nationaux de pays en guerre, mais évidemment, ce n'était pas facile parce que certains ont dû éviter en fait que ça se sache au niveau de leurs instances nationales, puisque souvent, c'est des personnes qui sont engagées par des institutions nationales, quoi, hein. Donc, notamment, il y a eu une réunion de coordinateurs au niveau du Caucase, mais vous savez bien qu'entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ça a même été récemment, ils ne pouvaient pas, en fait, ils ont dû assister à la réunion sans le dire, en fait, parce que ça n'a dû apparaître nulle part. Donc, c'est ça quand même aussi la beauté du projet, c'est que finalement, si vous regardez la couverture au niveau de ces zones, notamment la Crimée, etc., qui était quand même en guerre en partie pendant l'Atlas, il y a quand même eu des prospections et des échanges entre ornithologues de part et d'autre des frontières. Voilà, alors il y a aussi plein d'anecdotes sur les gens qui sont partis en voyage faire des prospections, notamment une équipe tchèque qui raconte souvent que je pense qu'ils étaient en Turquie à la frontière avec l'Iran. Donc ils se sont fait arrêter par un douanier et ils ont dû expliquer qu'ils étaient en train de prospecter pour l'Atlas, mais le douanier ne les croyait absolument pas que quelqu'un puisse imaginer venir de Tchéquie pour cartographier des oiseaux. Et donc ils leur ont promis de leur envoyer le livre. Donc cette fois-ci, on va voir s'ils vont pouvoir le faire pour être libérés immédiatement. Voilà, au niveau des données, sinon il y a quand même pas mal de données inattendues, même si on sait déjà beaucoup de choses, hein. On savait que le bulbul était arrivé en Andalousie, etc. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans l'Est, quoi. Toutes les espèces qui sont présentes en Russie. Où trouve-t-on la glaréole à aile noire, par exemple, qui a complètement disparu de l'Europe type Union européenne. Enfin, il n'y en a plus en Roumanie. Il faut vraiment aller au Kazakhstan pour en voir, quoi. Au Kazakhstan et dans le sud de la Russie. Voilà, ça, c'est vraiment le truc le plus inattendu pour nous, c'est de feuilleter. Voilà, c'est Olga Volzit pour la Russie. Et donc oui, il y a vraiment plein d'espèces. Vous allez voir vous-même des espèces qu'on ne peut rêver de voir chez nous que sous forme d'accidentelles qui sont bien nicheuses en Europe, quoi, mais vraiment sur leur marge extrême de répartition. Voilà, et puis surtout, un autre aspect qui est quand même assez étonnant, c'est la progression rapide de certaines espèces, quoi. Donc, j'en ai pas parlé, mais par exemple, la grande aigrette, le pigargue à queue blanche, quand on voit la carte, c'est du bleu partout, quoi, hein. Donc, la carte de changement, c'est vraiment… en 30 ans, la grande aigrette, je ne sais plus par cœur, mais c'est voilà, c'est plus de 12 pays, je crois où elle est arrivée à nicher, quoi, hein, donc même chez nous, hein, finalement. Donc oui, il y a quand même pas mal d'espèces comme ça qui ont progressé rapidement. Et évidemment, c'est un peu trompeur cet aspect-là parce que quand une espèce diminue, enfin régresse, c'est vraiment au niveau de la répartition, c'est moins rapide qu'en abondance, évidemment, puisque pour qu'une espèce allume un carré en termes de quand elle progresse comme la grande aigrette, elle est arrivée chez nous, elle a allumé le carré d'archi, mais c'est que quelques couples, enfin 2 couples, je pense. Donc voilà, la progression est plus rapide dans ce sens-là que la régression, ou pour que vraiment une espèce comme, je sais pas, la gélinote disparaisse totalement. Déjà, il y a la suspicion que oui, elle pourrait encore être là, etc. Et puis finalement, il faut beaucoup plus de temps pour qu'une espèce éteigne un carré. Donc, il ne faut pas se laisser tromper non plus par cet aspect des choses où on a l'impression que tout ne va pas bien, en fait, hein. Il y a pas… c'est un peu comme chez nous, il n'y a pas une régression massive du nombre d'espèces et tout n'est pas en train de s'effondrer. Il y a des espèces qui progressent, des espèces, des gagnants, des perdants. C'est un peu le schéma général. Mais les cartes de progression sont souvent, donnent une impression directement positive, alors que les cartes de régression
sont souvent moins négatives que la réalité, en fait. Oui, la grande aigrette, effectivement, la grande aigrette, elle est nichée à Archim, mais elle a d'abord niché à Ploegsteert en Belgique. Oui, oui, Tu as Franck? parlé des espèces qui ont perdu le plus d'aire de répartition en Europe. Je peux regarder dans le bouquin. Ah oui, il y a une liste ou quoi? En fait, il y a un résumé, mais je n'ai pas ce n'est pas classé par ordre. En fait, je pose la question parce que récemment, on a sorti la liste rouge des oiseaux européens. Oui, oui. Qui est en fait basée sur les dernières données de 2019, rapportage. Enfin, c'est juste pour l'Union européenne. Hein. Et là, on s'est aperçu que certaines espèces ont été classées comme préoccupation mineure hein, en termes de degré de menace, parce que sur les 12 dernières années, ils ne régressent plus en termes de population. C'est par exemple le cas du rôlier. Oui. Mais alors que le rôlier est une des espèces qui a perdu le plus d'aire de répartition en Europe. Et donc là, je me dis, il y a peut-être une valeur ajoutée à regarder en plus, disons, les informations des listes rouges qui sont en fait finalement basées que sur des tendances. Hein. Oui, oui. Il y a peut-être une valeur ajoutée à regarder aussi, disons, ou à essayer d'identifier les espèces qui ont perdu le plus d'aire de répartition, alors que certains seront peut-être maintenant stabilisés parce qu'ils ils ne régressent plus depuis un certain temps, mais ça reste quand même des priorités pour des actions de conservation hein, ou de restauration. Ben oui, c'est clair que au niveau de l'évaluation de l'état de conservation des espèces, donc, ou des listes rouges, ouais, je sais bien que la liste rouge vient de ressortir là, pour l'Union européenne. Et effectivement, le cas du rôlier, en plus, vu que globalement, il y a quand même pas mal de régions où il régresse aussi dans le reste de l'Europe, quoi. Donc, ça vaudra la peine de reconsidérer ça. Et aussi pour un autre aspect qui est celui de ce qui se passe dans les régions voisines, qui est quand même beaucoup mieux connu maintenant qu'avant, quoi. Parce que pour les listes rouges, c'est aussi différent de savoir si on est en bordure d'air ou si voilà, on est si tout se casse la gueule dans les environs, ben, il y a aussi peut-être plus de menaces à ce que les espèces disparaissent de la région d'intérêt, donc en l'occurrence de l'Union européenne. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'il y a certainement un travail d'affinage à faire en fonction de la mise en perspective de ces données-là. Je vais juste montrer deux autres cartes intéressantes. Comment est-ce que je vais faire ça ? Que j'ai pas mis dans l'exposé, mais qui était, je trouve, assez intéressante à voir. C'est justement par rapport à ce que tu viens de dire. Hop, la voilà. Donc c'est donc à gauche, c'est la carte, le changement du nombre d'espèces par carré. Si on considère les espèces justement menacées, donc classées comme menacées sur les listes rouges, et à droite, c'est les espèces de l'annexe 1, donc la fameuse annexe de la directive oiseaux, les espèces comme on appelle chez nous Natura 2000, quoi. Oui. Et on voit que en fait, c'est tout à fait contrasté comme image. Les espèces liste rouge, globalement, ben, il y a quand même beaucoup d'endroits où elles régressent. Il y a une perte globale. Donc, c'est qu'elles sont, entre guillemets, bien classées, quoi. Elles sont toujours, pour la plupart, en déclin. Et alors que les espèces annexes 1, ben, là, il y a quand même eu un mieux, pas partout, et pas pour toutes les espèces, évidemment. Mais voilà, on a quand même une progression enfin, donc, ça a en tout cas du sens d'avoir une liste rouge qui ne colle plus exactement à l'annexe 1, puisque le statut des espèces continue à fortement évoluer, et donc des espèces qui étaient sur l'annexe 1, comme la plupart des rapaces par exemple, ben, ont entre-temps progressé, quoi.
ou les oiseaux d'eau. Tandis que on a des espèces comme la tourterelle des bois qui maintenant est menacée et qui n'est pas sur l'annexe 1, mais qui figurerait si on devait la recommencer maintenant. Ouais. Donc il y a un double message, c'est que il y a quand même pas mal d'espèces qui sont menacées et qui continuent à régresser ces 30 dernières années. Et en même temps, il y a des espèces qui étaient considérées comme d'intérêt communautaire, en tout cas quand on a fait la directive oiseaux. Et là, par contre, on voit un effet. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus facile de traiter ces espèces-là que, que travailler sur une espèce à large répartition comme la tourterelle des bois? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche, quoi. La directive oiseaux a rendu des effets positifs, quoi. Et en fait, c'était beaucoup d'espèces des zones humides et puis beaucoup d'espèces qui étaient aussi, disons, persécutées dans le passé. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est fini. Enfin, la persécution ne joue plus tellement le rôle, ni l'empoisonnement, ou enfin, tout ce qui est, disons, intentionnel, ce n'est plus tellement important. Par contre, ceux qui vraiment se cassent la gueule, c'est beaucoup les nicheurs de sol, les espèces des zones agricoles. Voilà, oui. Ouais. Oui, beaucoup d'espèces de milieux ouverts. Oui, milieu ouvert. Et quand même certaines espèces de forêts aussi, notamment les migrateurs, quoi. Il y a quand même pas mal d'espèces d'oiseaux migrateurs, mais forestiers, qui, dont comme la tourterelle des bois finalement, ou forestiers ou entre les deux, quoi, qui régressent aussi. Mais ouais, c'est ça, la persécution, ça c'est vrai que c'est un facteur qui s'est arrêté pour beaucoup d'espèces, mais ça ne, il faut quand même aussi que les habitats soient là. Par exemple, comme pour le pigargue à queue blanche, il a quand même besoin de grands estuaires riches en oiseaux ou en poissons, en tout cas pour pouvoir s'installer, quoi. Donc la protection de grands espaces de zones humides, etc., dans certains pays en tout cas, aide notamment pour les espèces des milieux aquatiques a quand même réellement un effet positif. J'étais aussi étonné de voir il y a quand même certaines espèces comme la pigrièche grise qui avaient l'air d'augmenter dans ta liste, pour la Belgique au moins. Ah oui, la pigrièche grise, c'est tout à fait particulier. Donc, c'est une espèce... en Belgique, elle est en régression d'air, mais par contre, notamment probablement grâce aux travaux de restauration des grands milieux ouverts sur le haut plateau ardennais, c'est devenu en fait la meilleure zone pour cette espèce-là. Et donc, à plus court terme, depuis l'Atlas 2001-2007, il y a plus de couples nicheurs, mais par contre, elle a continué à régresser, à disparaître des zones de plus basse altitude. Donc c'est un peu un cas particulier, quoi, chez nous. Et il faut dire, quand on regarde l'Atlas européen, que c'est une espèce, par exemple, en France, la régression est vraiment catastrophique, quoi, pour la pigrièche grise, et dans tous les autres pays autour de chez nous aussi. Et donc, on se retrouve en fait en Ardennes avec une population qui non seulement se maintient relativement bien, voire augmente légèrement, mais c'est quand même pas, on n'est pas en train de parler d'une explosion, hein, c'est simplement que il y en a peut-être une centaine de couples au total, hein, mais malgré tout, par exemple, autour des Hauts-de-Fagne, elle se maintient quand même bien. Et ça va devenir un peu le dernier noyau relictuel, si ça n'est pas déjà devenu, de toute l'Europe de l'Ouest, quoi, hein. Donc, notre responsabilité sur cette espèce-là augmente du fait qu'elle disparaît de partout ailleurs, quoi. Ouais. Il y a une question qui m'est posée, mais je me demande si tu ne répondrais pas mieux que moi, Franck. C'est: est-ce que l'Union européenne compte changer dans les prochaines années la liste de l'annexe 1 pour intégrer ces nouvelles tendances? Non. En fait, on a eu le fitness check de la directive oiseaux et habitat.
Et en fait, on a conclu qu'il vaut mieux ne pas changer dans l'immédiat la directive. Donc, il n'y a pas de changement des annexes qui est prévu, en tout cas pas dans les années à venir, peut-être à moyen terme, hein, donc 10 ans ou 20 ans, mais pas dans les 5 prochaines années. Par contre, on a une autre liste qui est en fait la liste des espèces prioritaires pour un financement LIFE, qui est actuellement en train d'être révisée sur base justement de la nouvelle liste rouge des oiseaux européens. Et c'est dans ce cadre-là justement on s'est rendu compte que pour certaines espèces, ça ne colle pas totalement parce que, comme par exemple le rôlier, hein, qui a fortement régressé au cours des 30 dernières années, mais qui est complètement stabilisé maintenant là où il reste encore. Par exemple, apparemment, il serait en train d'augmenter en Italie, en Hongrie, aussi en partie dû à des mesures de conservation, comme parfois il suffisait de mettre des nichoirs, par exemple, hein, dans ces pays. Et donc, en fait, il y a ça, il y a le fait que certaines espèces sont stabilisées, mais il y a aussi le fait que certaines espèces sont devenues dépendantes de mesures de conservation, hein, beaucoup plus dépendantes de mesures actives, alors qu'avant, elle était passivement présente dans les zones de grande qualité qui n'existent plus. Et donc là, il y a toute une réflexion pour voir dans quelle mesure on ne devrait pas aussi intégrer ces espèces-là, mais globalement, la liste des espèces prioritaires sera malheureusement beaucoup plus grande qu'avant, parce qu'il y a des espèces qui ont été retirées, parce que maintenant ils sont en beaucoup meilleur état de conservation. Par exemple, le cresserellette, enfin, il y a certains rapaces notamment, mais il y en a pas mal qui ont été ajoutés. Mais comme LIFE, c'est un programme relativement petit en volume financier, hein, par rapport au budget européen, le but n'est pas non plus de financer, disons, les mesures agri-environnementales pour la tourterelle, par exemple. Donc, on n'a pas ajouté les espèces très fréquentes, mais plutôt celles qui ont des petites populations. Et en fait, la pie-grièche grise, elle a été rajoutée parce qu'au niveau de l'Europe, son statut est clairement négatif. Ça, c'était plutôt une surprise, hein, parce qu'on aurait dit que c'est quand même une espèce qui est beaucoup plus répandue dans le nord, mais apparemment, il y a une régression quand même assez nette. Et cette liste-là, c'est pour les prochaines années, en fait. Ça commence en 2021, pardon. Ah oui. Elle n'est pas encore finalisée, hein, mais elle est en voie d'être discutée. On a fait une première ébauche sur base de la liste rouge et il y a encore des corrections qui seront apportées, quoi, sur base de... Enfin, c'est un peu parfois certains États membres qui demandent d'ajouter une espèce parce que, et lorsqu'ils ont des bons arguments, et ça a été le cas notamment pour le rôlier, on va devoir le rajouter. Hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, les projets live, c'est quand même un tout bel outil pour arriver à restaurer. Peut-être que ça ne s'applique pas à toutes les espèces. Effectivement, les plus répandues, c'est plus compliqué puisque tu dois cibler vraiment des sites. Mais pour des espèces comme la pie-grièche grise, en tout cas en Wallonie, ça pourrait tout à fait convenir. Je pense qu'on a déjà investi beaucoup. Et il y a peut-être encore des choses à faire, mais c'est aussi en partie à cause de ça qu'elle semblerait au moins se maintenir en Ardennes. Hein. On a aussi l'exemple de la rousserolle aquatique, hein, qui ces dernières années, il y a eu quelques projets assez de grande envergure en Pologne et en Lituanie. Il semblerait que là, elle est en train de remonter la pente. Aux dernières nouvelles, elle est en train de regagner du terrain. Et des zones qu'elle avait abandonnées il y a 20 ou 30 ans, voire même d'apparaître à des zones où elle était totalement inconnue avant. Donc, il y a apparemment une dynamique positive qui a été enclenchée par ces projets de restauration de son milieu. Hein. Mais bon, ça reste souvent encore à trop petite échelle, quoi, hein, en tout cas, oui, ça c'est une belle perspective finalement de ne pas pouvoir réviser la liste de l'annexe 1, mais d'inclure des espèces en plus pour les projets live. Ça, c'est quand même
une bonne nouvelle, en fait, Oui, pour s'attaquer à vraiment des espèces, enfin, à la ça c'est conservation une des bonne espèces nouvelle, menacées. surtout en termes de taux de cofinancement pour les projets. Donc, en Ouais. fait, ça permet de cibler un peu et de rendre plus attractifs des projets parce que le taux de cofinancement est plus élevé et de cibler les espèces qui sont réellement menacées plutôt que celles qui sont simplement sur une liste depuis 40 ans. Hein. Ah. Eh ben, merci. Ben voilà, je pense qu'on va clôturer ici, à moins qu'il y ait une question brûlante, mais je ne crois pas. Donc, merci à tous pour vos participations et vos commentaires. Ben voilà, la prochaine étape, si ils arrivent à reconstituer leur stock et que vous ne l'avez pas encore fait, ben moi je vous conseille franchement le bouquin. C'est vrai que c'est en anglais, que c'est un anglais très accessible, et puis surtout le truc important, c'est les cartes, et ça vous les comprendrez sans comprendre à fond l'anglais en tout cas. Voilà, en plus c'est un beau bouquin. Donc, je trouve que, ouais, avec tout ce qu'il y a derrière en plus, je trouve que ça vaut vraiment la peine, même si il faut quand même de la place dans sa bibliothèque. Alors voilà, ben, je vous dis à bientôt pour sans doute encore un autre webinaire, hein, même si c'est pas les meilleures circonstances qu'on pourrait espérer pour faire des conférences ornitho, mais finalement, ça permet de toucher facilement un grand nombre de gens. Donc voilà, c'est une chose qu'on va certainement refaire à l'avenir, et je pense déjà pouvoir annoncer un prochain sujet pour le début 2021 qui sera un peu la synthèse de nos suivis par GPS des 1000 ans royaux, un tout autre projet, mais aussi avec une composante internationale. Voilà. À bientôt donc. Je coupe l'enregistrement.